Celui-là. C'est un peu grave, non? C'est un peu trop grave? Non, c'est bon, ok. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Omar. Et les écrevisses ne sont pas mes amis. Je ne suis pas né dans les Côtes d'Armor, dans la crique de la Levrette, enveloppé d'une carapace auto-nettoyante, rose fuchsia. Je n'ai jamais chanté face à la mer de Calogero, entouré de gogo crevettes, avec une pelle à homard dans le cul. Non, je ne continue pas de remuer la pince lorsqu'on me plonge dans une casserole d'eau bouillante. Je gueule, comme tout le monde. Non, je n'ai pas fini chez Top Chef, mi-cuit au beurre corail, sauté aux pleurotes, flambé au whisky ou grillé au calvados. Conneries que j'ai pu entendre pendant toute mon enfance et mon adolescence autour de mon prénom. Des cons. Ah, il y a un problème de micro. Non, Mais des cons. Mais des cons, bordel. J'ai perdu mon micro. C'est bon, c'est bon. Il y a des gros mots, ça coupe. Ok. Détecteur de gros. Il n'y en a pas tant que ça. Alfortville, il y a une censure. Conneries que j'ai pu entendre pendant toute mon enfance et mon adolescence autour de mon prénom. Des cons. Mais des cons, vous n'imaginez même pas. Et ils jurent beaucoup d'enfants. Ça fait longtemps que j'avais envie de me les payer. Voilà, c'est fait. 40 ans plus tard, je vais enfin pouvoir passer à autre chose. Du coup, j'ai même oublié de vous dire qu'à quel point ça me fait plaisir de vous voir. Je sens bien quand même que certains se disent que là, ça va peut-être aller, on est venu, mais bon, c'est la dernière fois, faut vraiment qu'il arrête. Il va pas continuer à nous raconter ces conneries pendant 107 ans. Je sais pas. Je sais pas. J'aime beaucoup l'idée du triptyque. Parfois, j'ai même le mot décalogue qui affleure. Sérieusement, vous me décevez beaucoup. Rebellez-vous. Moi, si j'avais reçu mon invitation avec comme sous-titre « Ma vie, mon œuvre, ma gloire », j'aurais instantanément pris un alessin pour Kilosa. J'ai essayé, mais on n'avait plus. Oui, Kilosa. Oui, ça existe. Non, personne ne sait où c'est, mais c'est loin. Le problème, c'est que certains parmi vous sont graves accros. Je le sais. Ça se voit. Regardez ma cousine ici présente. Elle a fait de nouveau toute la route depuis Lille. C'est pas être accro, ça? Il y a même son mec, qui m'a vu qu'une fois dans sa vie. La vérité, c'est que je suis vraiment très heureux que vous soyez là. Merci. Avant de commencer, je vais vous faire un bref récap. Pour ceux qui n'étaient pas là l'an dernier, et aussi pour ceux qui étaient là, mais qui ont un peu oublié la première partie à cause de leurs problèmes de mémoire. Ça arrive avec l'âge. Si, ne soyez pas dans le déni. L'an dernier, je vous ai laissé dans les bras de ma mère morte. Les bras de ma mère morte, c'est une figure rhétorique, un souvenir de pompe funèbre. Je vous ai aussi laissé dans les ruines fumantes de Gaza. Pour le coup, là, ce n'est pas une figure de style, parce qu'il ne restera bientôt plus grand-chose à fumer à Gaza. La grande nouveauté cette année, c'est Trump, le retour. Lui, son concept, c'est fumer aussi. Mais tout, absolument tout. Tout ce qui lui passe sous le pif.
Gaza, bien sûr, cette longue et douce plage de sable fin. Les woke, les fonctionnaires, les droits de douane, le Groenland, l'acier canadien, le Saint-Nectaire, la Suze, la blonde, et j'en passe. Un incinérateur quantique. Il est partout, ici, là-bas, ailleurs. C'est quand même un drôle de type, ce Trump. Finalement, son boulot, c'est passer les 3/4 de son temps à tous nous faire chier, alors qu'il ne nous connaît même pas. Mon père. Il me faisait grave chier aussi. Mais au moins, il me connaissait. Mais ce n'est pas de Trump ni de Gaza dont je vais vous parler ce soir. Cette année, j'ai décidé de faire dans le gai, l'aérien, la brise humoristique. Je vous emmène dans les années 70. Boney M, ABBA, YMCA, les années disco. Mes années lycée. Un sacré flashback qui ne me rajeunit pas. Ne souriez pas, vous non plus. Nous sommes donc en 1978, je vis à Ankara, en Turquie, je suis au milieu de mon année de seconde et j'étouffe. Je n'ai aucune liberté et le droit de ne rien faire. Mais vraiment rien. Ni sortir, ni draguer des filles, ni voir mes potes, ni jouer au foot, ni danser. Bon, la danse, j'avoue, je m'en foutais total. Ça n'a jamais été vraiment mon truc. Sur un dance floor, mon cerveau procrastine. Le temps qu'il s'ouvre au groove et donne à mon corps l'ordre de se bouger, il est 6 heures. Et la boîte de nuit a déjà fermé. Ma vie d'alors, c'était lycée-maison, maison-lycée. Tout le reste, c'était non. Systématiquement, non. Une minute de retard, une baffe. 2 minutes de retard, 2 baffes. 10 minutes de retard, supplice de la baignoire. Autant vous dire que mes cheveux étaient toujours nickel, soyeux, avec des bouclettes de ouf. Ma vie d'alors ressemblait à une vie de vieux. Parfois, à la fenêtre de mon EHPAD, triste et déprimé, j'essayais de parler aux hirondelles. Ça donne une idée de la profondeur de ma déprime. Bon, clairement, comme moi, elles avaient l'air de se faire grave chier, les hirondelles. Mais elles, au moins, c'était de leur plein gré. Sinon, pourquoi se poser sur une branche, dans le froid, à regarder dans le vide, pendant des heures, alors qu'elles pouvaient tout à fait décider d'aller passer leurs vacances à Kilosa? Oui, c'est vrai, Kilosa, c'est loin. Même pour une hirondelle qui n'a rien d'autre à foutre que d'y aller. Kilosa, en Tanzanie, bien sûr, comme chacun sait. En février, là de cette vie de merde, je craque et lance la révolution. Lénine, Allah yarhamou, que Dieu le bénisse, du fond de son mausolée, ouvre son œil de verre et m'applaudit à tout rompre. En vrai, il était vert, Vladimir Ilitch. Vert de jalousie devant la puissance irrésistible de ma révolte. À 16 ans, après des années à subir l'implacable joug parental, une obscure tyrannie tuniso-tsariste, inconnue des historiens, même trumpistes, j'ai brutalement déclenché les hostilités. J'ai enfin pris mon courage flageolant à deux mains et j'ai emprunté la voie du samouraï. Pour me libérer de ce joug infernal, j'ai fait une fugue de 7 jours. Au départ, je ne voulais fuguer que 5, mais j'ai trouvé que ça faisait un peu mesquin 5 jours, petit bras. Du coup, j'ai pris aussi mon week-end. 7 jours dans une ville très agitée. Ankara vivait de nombreuses turbulences politiques à l'époque, avec des manifestations quotidiennes durement réprimées. Le premier jour, au lieu d'aller au lycée, je le passe, seul sur un banc, dans un jardin public, au calme, loin de l'agitation du centre-ville. De loin, on entendait des sirènes, le tir des lacrymos, des harangues guerrières au mégaphone. Moi, recroquevillé sur mon banc, j'imaginais, grimpant sur les barricades, des femmes, poitrail au vent. C'était ma grande obsession, les poitrails féminins à l'époque, défiant la puissance des canons à eau. Et derrière, les barricades donc, les hommes, en short, planqués sous un porche. À midi, toujours sur mon banc, j'ai commencé à flipper. Mon courage, pourtant nourri de belles diatribes néo-mussoliniennes, murmuré à moi-même devant le miroir de ma salle de bain, était en train de se barrer par petits bouts. J'étais comme ces ballons de baudruche, gonflés à bloc, mais qui, une fois troués, finissent dans un coin,
fripé, misérable et inutile. J'ai commencé sérieusement à me sentir troué de partout et très misérable. Je ne sais pas comment j'ai fait pour ne pas rentrer, me prendre mes 2 grosses baffes réglementaires et plus si affinité et retrouver ensuite mon petit lit douillet. Mais j'ai tenu bon. Pourtant, qu'est-ce que j'avais froid. Il faisait moins 15 à Ankara à cette époque de l'année. Putain, je suis con aussi. Pourquoi j'ai pas fugué au printemps? Aux Maldives. Dans mon sac, j'avais le manifeste du Parti communiste, 2001 l'Odyssée de l'espace, et le rouge et le noir. Je passe donc ma journée à lire. À 17h, affamé, assoiffé aussi. Je ne savais plus si j'étais en route pour Jupiter, ferraillant contre un ordinateur devenu fou, ou en vadrouille avec des prolétaires peu désireux de frayer avec un fils de bourgeois comme moi, ou dans les bras de velours de cette bombasse de Mathilde de la Mole. Mathilde de la Mole, l'héroïne du rouge et le noir, pour ceux qui ne l'ont jamais croisée, c'est un genre de Pamela Anderson avec un corset. Vers 19h, transi, je me faufile dans les jardins dans l'ambassade de Pologne, à la recherche de mon pote Christophe, le fils de l'ambassadeur. On l'avait surnommé Tchitchek, fleur en turc, parce qu'il ne se lavait jamais. À chacun sa rébellion. Tchitchek, ravi de me voir, m'ouvre ses grands bras odorants et m'héberge, à l'insu de ses parents, pour la nuit, dans son lit polonais, un king size, période pré-Solidarnosc. Malgré sa chaleureuse hospitalité, son sandwich au jambon de Silésie et son amitié sans faille, je n'ai pas pu m'empêcher, dans ma profonde ingratitude, de lui demander, avant de m'endormir, s'il avait changé ses draps dernièrement. Il a juste souri gentiment, l'air de ne pas du tout comprendre la question. J'ai pas insisté, j'ai fermé les yeux et les narines. Et malgré toutes ces effluves venus du fond des âges, j'ai passé une nuit formidable. J'ai rêvé que je dormais dans un bain de Chanel numéro 5, à Varsovie. Le lendemain, après des heures à déambuler, hagards et frigorifiés, dans les rues de la ville, je décide d'aller à l'ambassade de France, chez ma copine Christine, la fille de l'ambassadeur. Oui, encore, désolé, hein, on fréquente qui on peut, on n'a pas tous la chance d'avoir des potes ouvriers. Quoi? Mais non, n'importe quoi, je n'ai pas demandé l'asile politique à la France. Non, non, je n'ai pas fait le tour de toutes les représentations diplomatiques de la capitale pour quémander un lit pour la nuit. Ni une coupelle de caviar iranien. Non, c'est pas vrai. Cette fugue, je ne l'ai pas organisée avec le guide bleu des plus belles demeures d'Ankara sous le bras. Non. J'ai juste fait comme Yasser Arafat. Arafat. Vous êtes en train de vous dire quel est le rapport, c'est ça? Il a fait quoi, Arafat, toute sa vie? Allah yarhamou, que Dieu le bénisse, lui et tous les Palestiniens encore vivants, mais plus pour très longtemps. Arafat n'a jamais dormi 2 nuits de suite dans un même lit. Et ça lui a sauvé la vie. J'ai fait pareil. Et moi aussi, ça m'a sauvé la nuit. La vie, pardon. Oui, carrément. C'est comme ça que j'ai pu échapper au drone tueur d'enfants que mon père avait lancé dans le ciel de la ville. Les drones revenus bredouilles, mes parents, rendus plus fous de rage encore, une rage à peine compensée par un filet d'inquiétude dans un faux pli du cœur, ont continué à me chercher partout. Mais ils ne m'ont pas trouvé. À l'époque, il n'y avait pas les trackers qu'on pouvait coller dans le smartphone de nos ados. Aujourd'hui, c'est chez l'école, c'est mort. À 8h02, ton téléphone vibre. Message de l'école. Omar ne s'est pas pointé au cours d'éducation sexuelle. La caméra 018XC du coin de la rue des Fugueurs l'a repéré en train de fumer un pétard derrière le mausolée d'Atatürk. La police l'a récupéré et vous pouvez venir le chercher au commissariat à partir de 8h27. Et merci d'être à l'heure. La grasse matinée, vous oubliez. Mais en ce temps-là, tout ça n'existait pas. 7 jours de fugue et mes parents, verts, comme Vladimir Ilitch. Mais pas pour les mêmes raisons. Plus tard, ils sont passés au blanc. Ma fugue a été la déflagration de leur vie. Leur Vietnam à eux. Tout le corps diplomatique était au courant. Ma fugue a fait la une de la Gazette des ambassades. Mes parents sont passés pour des bourreaux d'enfants. On ne va pas se mentir, c'était un peu le cas. Le 8e jour, lassés de ces lits plus confortables les uns que les autres, et après quelques palabres par envoi
envoyés spéciaux interposés, j'accepte de rentrer au domicile parental. J'attendais de mon père qu'il signe sa reddition complète, sans condition. Je voulais une liberté totale. Rien de plus, rien de moins. À ma grande surprise, il accepte. Méfiant, le visage fermé, je lui mets sous les yeux une version à peine modifiée du traité de Versailles. Oui, j'adore les références historiques, elles donnent du volume à mes propos. Oui, c'est vrai aussi, elles me permettent de ramener gravement ma phrase. Je regarde mon père dans les yeux et je lui fais la trouille au ventre. Signe, putain de ta race. Signe, chien de la casse. Les injonctions, la vérité, c'était que dans ma tête. Mais étonnamment, mon père s'exécute. Il signe sans un mot et reste ensuite des mois entiers, tout blanc, pétrifié, hébété devant sa progéniture totalement pervertie. À la longue, ce blanc livide qu'il affichait en toutes circonstances, vu le teint naturel de sa peau, un brun prononcé « Made in Libya », devenait inquiétant. Mais la vérité, c'est que je m'en foutais. Mais alors, royalement, ils pouvaient tous crever. J'avais gagné. Fuck them all. Vous le savez bien, les vainqueurs n'ont que peu d'égards pour les vaincus. Ils les chargent de tous les péchés du monde. Mon avenir n'avait que faire de prisonnier. Ma mère, encore et toujours elle, histoire de boire le poison jusqu'à la lie, se plonge dans les pages sciences du monde des 3 dernières années. Elle devait y chercher ce qu'elle avait bien pu manquer dans l'éducation qu'elle a fait semblant de me donner. À la fin de sa lecture, elle n'a rien trouvé. C'est ça, de refuser de chercher au bon endroit. Oui, je sais, ma mère est mon principal souffre-douleur depuis 2 ans. Croyez-moi, elle le vaut bien, et son mari aussi. Si mon père est resté des mois entiers tout blanc, ma mère, elle, promis après j'arrête, ma mère donc s'est figée granitique. Et moi, entre le blanc et le granit, j'ai vécu l'incandescence. J'ai fait exploser toutes les chaînes qui retenaient mon adolescence flamboyante et très lubrique. J'ai arraché le droit de pisser dans les étoiles, le droit de boire comme un trou, celui de ne plus compter ni les jours ni les heures, à peine les secondes, et surtout le droit de dire « Bah non en fait, faites-le chier, je fais qu'est-ce que je veux ». J'exultais. Avec cette fugue, mes parents, je les avais littéralement explosés, niqués les darons, à la casse, groggy, exsangue. Laissant passer la tornade juvénile incontrôlable que j'étais devenu, ils ont, pour la première fois de ma vie, fait silence. 2 nonnes tétanisées. Ils se sont réfugiés, drapés dans leur humiliation, dans un monastère 4 étoiles, leur appartement dans l'aile sud de la Résistance, pendant 8 longs mois. 8 longs mois pendant lesquels j'ai vécu un bonheur absolu. J'ai tout oublié. Les horaires, le boulot à l'école, les maths, la physique, les règles et les contraintes, jusqu'au chemin de la maison. Je parlais anglais pendant mes cours d'allemand, et allemand pendant le cours d'histoire. Je vivais toutes mes journées et toutes mes nuits sur le mont Olympe, nu, survolté, bandant 22 heures sur 24 à 2 droites de l'arrêt cardiaque. Je n'avais qu'un seul objectif, séduire Véronique, petite belge, fine et musclée, au regard perpétuellement narquois. Et un poitrail, mais un poitrail. Si Dieu existe, il logeait entre les seins de Véronique. Oui, je suis heureux de vous le confirmer ici, 47 ans plus tard, Véronique a fini par succomber. Incapable de résister à ma verve sous acide, elle a littéralement été aspirée par les effluves totalement folles de ma liberté fraîchement conquise. Véronique. Et dire qu'aujourd'hui, je ne me souviens même plus à quoi elle ressemblait. Bon, au final, je termine l'année avec 9 de moyenne générale, 8 points de moins que l'année précédente. Mon passage en première se fait au bénéfice du doute sur ma réputation d'ex-excellent élève, mais surtout d'improbable nouveau mauvais. Le beurre et l'argent du beurre, autant vous dire que depuis, je n'ai plus jamais eu les deux. Ce bonheur incommensurable n'a pas duré. Fin août, en vacances en Tunisie, mes parents sortent enfin des décombres. Sous un soleil ardent et une mer d'huile au prime de sa platitude. Le sourire aux lèvres,
il passe devant moi une assurance nouvelle, lourdement exhibée. J'ai tout de suite craint le pire. Mon père avait renoué avec son teint mordoré, tellement tripolitain, et ma mère s'est remise à grimper aux arbres, signe d'une allégresse retrouvée. Le 7 septembre, à 10h du matin, alors que je commence à faire ma valise pour rentrer à Ankara, tout à ma joie de retrouver la douce et suave Véronique, mes amis et ma future classe de première, mon père pousse la porte de ma chambre, un sourire ambigu aux lèvres et murmure de sa voix de baryton moldave. Cette improbable façon d'articuler, un véritable cauchemar pour nous et pour tous ces subordonnés, stressés comme des poux, passant la moitié de leur journée au travail à Maugré. Il a dit quoi, l'ambassadeur? Il a dit quoi? Mon père murmure, je vous fais l'imitation intelligible, sinon vous ne comprendrez pas. Omar, tu ne rentres pas avec nous. Tu vas dans un pensionnat à Bizerte. Je te dépose demain. Quoi? Où ça? Bizerte, fils. Afrique du Nord. Je te laisse chercher sur une carte. Il est sorti, et moi, je suis resté. Sur le cul. Plus que ça, même. Même mon cul est resté sur le cul. Crucifié, j'étais. Avec des clous galvanisés de 20 cm, les mêmes que ceux que les Vikings utilisaient pour clouer leurs ennemis à la proue de leur drakkar. 8 mois plus tôt, j'avais explosé mon père. Là, il venait littéralement de m'aplatir. Atomiquement. Du Big Bang au Big Crunch. En une seconde, mon univers s'est totalement contracté. Je suis retourné à mon état originel, une amibe phtisique. En quelques mots, murmuré à la Moldave, je suis redevenu le fils de mon père. Toute révolte éteinte, détruite. Le lendemain, sur la route de Bizerte, refusant d'échanger le moindre mot avec mon père, ma tristesse atteint son paroxysme. J'étais lesté d'un poids immense. Je portais sur mes épaules l'équivalent d'un homme en fonte, et je n'avais comme seul horizon que la perspective d'affronter les 10 plaies d'Égypte. Mais c'était loin d'être fini. La voiture de mon père s'est arrêtée devant un grand portail au-dessus duquel on pouvait lire « Lycée militaire de Bizerte ». Mili quoi? Ah! Déjà atomiquement aplati, mon flux sanguin s'est tari. Et je suis entré, le cœur en vrac, dans le monde des Walking Dead. Après mon passage chez le directeur du lycée, un colonel bourgeois et affable, planqué loin d'un front qui n'existe pas, je suis lâché sans ressort ni volonté dans la fosse aux lions. Tragique, n'est-ce pas? Vous allez y aller de votre petite larme. Mais c'est rien encore. Vous n'avez encore rien vu. Dès le lendemain, j'errai dans cette même cour, dévasté, en larmes, tout de kaki vêtu, avec une affreuse paire de brodequins chinois aux pieds. L'image totalement inversée de celui que j'étais. Antimilitariste, communiste, hédoniste, je m'en foutiste. Toute l'année, chaque fois que je voyais mon reflet dans un miroir, j'avais juste envie de mourir. Et j'en étais encore qu'à ma 2e heure. Un week-end d'intégration avant le retour des anciens m'attendait. Et mon père, tout sourire, même pas honteux, de son intersidéral et sidérant, tellement créatif, tellement vicieux, coup de pute! Oui, pardon, même ce souvenir me fait encore vibrer. Mon père, donc, quitte les lieux, sans un mot, pour moi, sans même un regard, continuant de deviser politique tranquillement avec l'affable colonel, comme si de rien n'était. Comme si son fils n'était pas à 2 doigts de décéder. Il faut dire que bonjour, au revoir, un bisou, je suis désolé, c'est pour ton bien. Tu parles. Ces amabilités-là, ça n'a jamais été trop son truc. Lui, il est plutôt dans le team des bim bam boum. Il faut bien imaginer d'où je venais pour embrasser tout le tragique de la situation. À Ankara, depuis le rapatriement de ma sœur aînée, coupable d'avoir cédé à ses hormones, en offrant ses lignes affriolantes, sa poitrine juvénile et son cœur d'artichaut à un Tchèque conquérant, Zdenek, son camarade de première D, je disposais de 2 chambres pour moi tout seul. Mes parents, craignant sans doute que ma frangine ne finisse par perdre son innocence, autrement dit, sa virginité,
sur l'hôtel des Amitiés tuniso-tchèques, l'ont collé dans le premier avion à destination de Tunis. La virginité, une grande obsession arabe. Si quelqu'un venait un jour à inventer le tracker à hymen, il deviendrait quasiment l'égal du prophète. J'avais donc 2 chambres, la mienne et celle de ma sœur. Un confort insolent, un personnel pléthorique. Une villa en centre-ville avec jardin, salle de jeu, table de ping-pong et une balançoire sous un chêne sur laquelle j'allais déverser tous les jours mes angoisses de prisonnier de luxe. C'était mon goulag à moi. Du jour au lendemain, je me suis retrouvé dans un dortoir non chauffé, avec un sol en béton et 15 condisciples, nouveaux comme moi, hébétés comme moi. Majoritairement rustiques, ils venaient de tous les coins de Tunisie, de villes que j'étais encore incapable de situer sur une carte, parlant une langue dont je ne comprenais qu'un mot sur 3. Les autres rookies m'ont ignoré. À 21h, je me suis endormi, assommé par les événements, dans un immense dortoir, et ces 30 lits séparés par des armoires grinçantes à la mort. J'ai dormi quasiment en plein air. Les fenêtres du bâtiment n'étaient que théoriques. Le lendemain, à 6h pétantes, un sergent-chef est venu nous réveiller. Comme nous faisons mine de ne pas l'entendre, il a soulevé mon lit et celui de mon voisin à un demi-mètre du sol, les laissant ensuite lourdement retomber sur le béton, dans un fracas épouvantable. J'ai sauté hors de ce qui restait de mon lit, tremblant, et je me suis dit, putain, que j'avais vraiment atterri chez les fous. J'ai pris alors la seule décision à laquelle mon esprit me donnait accès, tout faire pour pas le devenir fou. Et vous savez quoi? I did it. Je ne suis pas devenu fou. Un vrai miracle. Je ne suis pas devenu fou, mais juste complètement con. Et accessoirement, gravement constipé. Oui, constipé. Là encore, vous vous demandez quel est le rapport. Je suis sûr qu'un psy trouverait une corrélation. C'est ce qui fait leur charme, les psys. Ils corrèlent toujours tout. Sinon, il n'y a pas toujours un moment, souvent, au milieu d'un dîner, où un ami stressé évoque ses problèmes de transit? Non? Pas dans vos dîners? Ah ok, autant pour moi. Bon, comme on n'est pas dans un de vos dîners, mais dans mon spectacle, on va quand même en parler. Malgré mes 5 années passées en Turquie, c'est au lycée militaire du Bizerte que je découvre mes premières chiottes à la turque. Je n'en avais jamais vu avant. D'après moi, les Turcs n'ont jamais chié dans des chiottes à la turque. C'est une de ces conneries colportées par des Européens bilieux, désireux de discréditer ceux qui, pendant des siècles, leur ont mis branlée sur les champs de bataille. À la cour de Versailles, il devait se murmurer « Sire, vous connaissez la dernière, il paraît que le grand Turc, ce barbare sanguinaire, chie accroupi. » Non, mais Burk! Et ça tombe où tout ça, sur ses mollets? Ah ouais? Et toi, Louis XIV de mes deux, tu chies comment? Sur un pot de chambre, devant toute la cour, 80 000 personnes au Stade de France. De quoi tu me parles? Intrigué, j'ai fait des recherches sur les Turcs. Et j'ai découvert un truc de ouf. Vous connaissez l'expression « arrête de me chier dans les bottes » ? Eh bien, vous le croyez ou non, ça nous vient des Turcs. Quand les dits Turcs mettaient une branlée à une armée européenne quelconque, ils faisaient se déchausser tous les officiers supérieurs, vaincus, prenaient leurs bottes, disparaissaient avec, chiaient dedans, avant de leur rendre. Et ces cons d'officiers, les extrémités gelées, trop contents de retrouver leurs bottes, s'empressaient de fourrer leurs pieds dedans. L'origine des expressions, c'est toujours tellement savoureux. J'adore. J'adore la langue française. J'adore les Turcs. Ils sont tellement facétieux. Au premier jour de mon week-end d'intégration, lorsque je découvre donc ces fameuses chiottes, des chiottes a priori amis, puisque les Turcs sont mes amis, j'en fus tellement sidéré que mes intestins se sont instantanément mis en grève. Je ne chiais plus que le week-end, le samedi, à midi précise, en terre amie, une terre fleurie de chiottes en forme de trône. Je franchissais la frontière, plus précisément la porte de la maison de mon oncle, qui m'hébergeait les week-ends, sans dire bonjour à personne, courant comme un dératé,
et criant qu'on ouvre toutes les portes sur mon passage. Et je me jetais littéralement sur le trône libérateur. La complexité du psychisme. Suite à un trauma inexpliqué, il est vrai que je m'en coltine quelques-uns, sinon je ne serais pas là devant vous à vous raconter mes conneries. Suite à un trauma de merde, je découvre que je ne peux chier qu'assis. C'est quand même très con un cerveau. Ça bloque sur des trucs. Pas que le mien d'ailleurs. Côté conneries, celui de mon père n'était pas mal non plus. Le gars, il n'a pas trouvé mieux pour assurer l'avenir de son fils que de le mettre dans un lycée où la moitié des matières étaient enseignées en arabe. Il savait bien pourtant que je pouvais à peine écrire mon nom dans cette langue. Mais rien à foutre, démerde-toi. Et je me suis démerdé. De 9 de moyenne, je suis passé à 5. Je n'ai découvert que l'année suivante, le jour du bac philo, que Aflatoun, ça voulait dire Platon en arabe. Ça vous donne une idée de mon niveau. À la fin du week-end d'intégration, les 15 anciens sont revenus et l'enfer s'est déchaîné. Avec leur cerveau bloqué depuis des années sur la touche off, ils ont instantanément lancé l'opération bizutage. J'ai eu le malheur d'ouvrir la bouche en français pour réclamer qu'on remette à sa place le lit qu'ils avaient déplacé en mon absence. Pardon, s'il vous plaît, mais pardon, je voudrais bien retrouver mon lit là où il était il y a à peine une heure. Petit aparté pour que vous compreniez bien ce qui va suivre, en Tunisie, en Italie aussi, et sans doute ailleurs, quand vous dites un truc avec un air très sérieux, solennel, emprunté, guindé, offusqué, vous avez droit à cette réponse. Je vous la refais. Pardon, s'il vous plaît, je voudrais bien retrouver mon lit là où il était il y a à peine une heure. La symphonie de paix la plus badass de toute mon existence. Mais la réalité, c'est qu'il avait 25 cons, morts de rire, et moi au milieu du dortoir, seul, blême, prêt à mourir. Et ça ne s'est pas arrêté là. Emportés par leur premier succès, les anciens ont commencé à fouiller dans mes affaires et ils ont trouvé mes livres. Des livres, mais morts de rire. Ils les faisaient tournoyer comme des balles de tennis. Ils se les lançaient d'un bout à l'autre du dortoir. L'objet en soi les faisait rire. Vraiment, des livres, avec un mec à côté, debout, avec des yeux, et qui les lit à Bizerte, au lycée militaire, chez des fous. Mais ça va pas bien, non? Jamais j'aurais cru que lire des livres ferait de moi un bouffon de dortoir. Dans la nuit, j'ai fait une chose atroce. J'ai jeté tous mes livres à la poubelle. Mes livres pour survivre. Stendhal, Zola, Flaubert, Malraux. Mais il n'y avait pas que mes livres qui les faisaient rire. Il y avait aussi tous les mots arabes que je n'avais pas. Je n'en avais presque aucun en réalité. Toutes mes phrases étaient entrecoupées de blancs humiliants. Moi qui dispose en français d'un registre plutôt subtil et varié, dont d'ailleurs je vous en chante depuis le début de ce spectacle, me voilà obligé de vivre et de me défendre dans une langue quasi étrangère, avec moins de 500 mots de vocabulaire. Vous imaginez un petit intello venu d'ailleurs, un mec incapable de vanner en arabe, un mec qui n'avait dans son lexique qu'une ou deux insultes, dans une langue où des insultes, il y en a des centaines, des courtes, des vociférantes, des baveuses, des à rallonge, des à double sens, des à tiroir, celles qui défoncent vos aïeux sur 12 générations, celles où les mères, surtout celles des autres, sont toutes des putes. 972 pages d'insultes. Une vie entière ne suffirait pas à toutes les apprendre. Mon français était ma tare ontologique. Je parlais français mais pas l'arabe. La honte absolue. La hashouma. Un mot étouffant intégré depuis dans le lexique des cours de récréation en France. Tant il fallait d'urgence l'exfiltrer vers d'autres peuples. Mon anorexie linguistique, ces cons-là me l'ont fait payer chèrement. Un arabe qui ne parle que français, c'est un peu comme un chien qui ne remue jamais la queue. C'est triste et déprimant. Et ça sert à rien, un chien qui ne parle pas l'arabe. Et certains jours, j'avais l'impression de ne servir à rien. Au lycée militaire, les jours défilaient, tous identiques. Tous les matins, une sourde angoisse me prenait à la gorge dès le réveil. À
Après une toilette expédiée en moins de 45 secondes, j'enfilais mon horrible tenue kaki de soldat en carton et je rejoignais mes camarades dans la cour. Comme chaque matin, c'était parti pour l'exercice le plus con du monde. Marcher au pas, synchronisé. Et là, c'est comme pour la danse. Non seulement mon cerveau procrastine, mais en plus, il commence d'un seul coup à confondre la gauche et la droite. Je vous décris le mouvement. Quand la rangée de Playmobil du milieu démarre, en cadence, vers l'ouest, en direction du mur d'enceinte, moi, je me disloque et prends l'autre sens. Me voyant désarticulé, et disons-le franchement hilar, le sergent-chef à la manœuvre se met à aboyer toute la baffe de son corps. Les Playmobil du bord du carré vigilant se baissent pour esquiver ces jets de salive putride. On savait tous que le gars avait une relation très conflictuelle avec sa brosse à dents. Moi, je m'en foutais. Grâce à mon cerveau, j'étais depuis longtemps hors de portée. De loin, le putride hurlait comme un putois. Putain, j'avais niqué toute sa Corée. Fou de rage, il me vire de la cour, manu militari comme il se doit, et je me prends ma première heure de colle de la journée. Au secrétariat, ils ont très vite engagé un comptable à plein temps, rien que pour tenir à jour mon carnet de balles. Ensuite, 7h15, petit déjeuner. Très très petit le petit déjeuner. De l'eau, tiède et brunâtre, présenté par le chef de la cantine comme du café turc. Encore une saloperie dirigée contre mes amis turcs. Du café donc, accompagné de tartines, de pain sec à la confiture de coin. De coin, oui. Franchement, ça existe ça, le coin? Ou c'est encore un truc dégueulasse qu'on a inventé pour me faire chier? Autant dire que la plupart du temps, sauf hypoglycémie de stade 4, le 5e étant le coma, je sautais l'abominable repas. Et surtout, que personne ne vienne me péter les couilles avec le jeûne intermittent, c'est bon pour la santé, et patati et patata, ça fait maigrir, ça rend les moches plus beaux, tout ça. Moi qui étais déjà presque maigre, je suis devenu, dès le début de l'hiver, quasiment plat. Un soldat 2D, voire 1D+. Quand je me collais contre un mur, pour échapper au courroux du sergent putride, il ne me trouvait jamais. J'étais la signalétique, le petit bonhomme qui indique de son gros doigt la direction du secrétariat. Toute l'année, un de mes lieux de rêve récurrents, c'était un kebab. Un Leclerc du kebab. Et dans ce rêve, j'occupais tout l'espace. J'étais à la fois le patron, les clients, le kebab, et même parfois la sauce au yaourt qui va avec. Et quand je me réveillais le matin, j'avais tellement bavé la nuit qu'on aurait dit que j'avais dormi dans la gueule d'un bulldog. Le premier cours de la journée, c'était le cours de littérature arabe. Pour moi, c'était comme partir en voyage. Sauf que je ne prenais pas l'avion et que je me retrouvais toujours avec les mêmes têtes de cons. Tous les jours, je revivais la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, lorsque le grand conquistador, un type largement surestimé par ailleurs, débarque sur une plage de San Salvador et que se jette sur lui une poignée d'Indiens en monokini, chantant à tue-tête « Si, sex and son » en aztèque. La littérature arabe, c'était comme entrer dans un livre dont je ne pouvais lire que le numéro des pages et humer le papier. Je m'asseyais toujours au fond, au bord de la classe, près d'un radiateur. Enfin, à l'emplacement prévu pour un radiateur, parce qu'il n'a jamais été installé. On est en Tunisie, on préinstalle les choses très longtemps à l'avance. Du fond de la classe, je souris au prof qui en retour me souriait. Mais plutôt ce genre de sourire qu'on adresse à un pot avec une vague plante verte dedans. Un truc décoratif, pas moche, mais dont on se dit que quand même, jamais on l'achèterait. Au bout de 5 minutes, je rangeais mon sourire de tulipe dépressive et je me mettais discrètement à lire le seul livre que j'avais décidé de sauver de mon autodafé. 100 ans de solitude.
Un récit qui collait parfaitement à mon programme psychique de l'année. Pour ceux qui s'en souviennent pas bien, c'est un roman colombien, traduit en français, avec des voix arabes en toile de fond. Et finalement, des types comme moi, il y a deux choses qui peuvent clairement leur sauver la vie. Ne pas mourir, et lire des livres colombiens, traduits en français, avec des voix arabes en toile de fond. Et c'est pour ça que je suis encore parmi vous aujourd'hui. J'ai lu tous les livres colombiens, en toile de fond. Les cours de maths, de physique et de bio me ramenaient en terre amie, une terre gréco-latine. Le seul problème, c'est qu'après mes 8 mois de liberté, mes séjours prolongés sur la banquette arrière de la voiture de fonction de mon père, dans les bras moelleux de la douce Véronique, ma déesse bruxelloise, je n'avais plus du tout le niveau, et surtout plus aucune envie de le retrouver. C'est là que je me suis rendu compte que quand on est nul en maths, parler français mieux que tout le monde, ça ne sert absolument à rien. Parler l'arabe non plus. En maths et en physique, tous les chiens se valent. Même ceux qui remuent la queue en mangeant de la confiture de coin. Mon seul bonheur dans cette année de merde intergalactique, mon grand bonheur, c'était le cours d'histoire. Pourtant, tout avait très mal commencé. Comme j'adorais l'histoire, je me faisais traduire ce qui se disait. Dès le 3e cours, consacré à l'histoire contemporaine russe, le prof, un islamiste précoce, anticommuniste primaire, ça va ensemble, accuse Staline d'avoir fait buter 200 millions de personnes. 200 millions, oui. Autant dire tous les Russes vivants, les morts, plus tous ceux qui traînaient encore dans les gamètes de leurs géniteurs, voire les Polonais et les Moldaves en prime. J'ai bondi de ma chaise et j'ai fait comme ça. Mais ta gueule, Abdallah, tu dis n'importe quoi? T'as fait tes études dans une mosquée trotskiste? Les autres élèves, jamais réunis à bas du cours d'histoire, donc endormis depuis au moins une décennie, se réveillent en sursaut, attirés par l'odeur du sang. J'ai senti comme un début de respect pour l'inconscient que j'étais. J'allais me coltiner le barbu que tout le monde détestait. Le prof m'a souri. Un sourire bizarre. Pas du tout celui qu'on m'adressait d'habitude. À la tuile dépressive. Aurais-je subitement changé de statut? Je restais quand même prudent, vu le regard de fouine islamo-assassine qu'il me jeta. À la fin du cours, il me demande de rester. D'abord, il prend 10 minutes pour virer tous les abrutis agglutinés aux fenêtres, la bave aux lèvres, attendant plein d'espoir de me voir découpé en quartier de viande halal. Puis il me dit « Tu aimes l'histoire ?» Je lui fais « Oui, beaucoup ». Il me fait « Mais tu peux pas l'écrire, c'est ça ?» Je lui dis « Voilà, je suis non-arabisant. Comme qui dirait, je suis non-voyant. J'étais à la Sécu, remplissant une demande pour une allocation adulte handicapé. » Il me regarde comme ça et me refait « Tu aimes vraiment l'histoire ?» Putain, il faut que je lui dise en turc pour qu'il comprenne. Un peu déstabilisé, je réponds « Oui, j'aime l'histoire. Pourquoi? Faut pas. » Et là, il me regarde longuement et murmure dans un râle étrange, proche de la jouissance. Un râle super chelou en vérité. Un truc du ventre. Voire même d'un peu plus bas. À vrai dire, j'ai un peu flippé avec mes belles bouclettes soyeuses. Il me fait avec son regard humide. Je vous la fais en mode paille ou porn. Omar, tu aimes l'histoire, je t'autorise à rédiger tes copies en français. Ça te va? Estomaqué, je lui dis, pourquoi j'ai fait un truc bien dans ma vie? Des larmes commencent à couler le long de ses joues fripées par 20 ans d'islamisme. Entre deux sanglots, il me fait, ça fait 15 ans. 15 ans, putain de bordel de Dieu. 15 ans que j'enseigne dans ce lycée de merde. 15 ans que personne n'en a rien à foutre de mon cours. Tous les ans, je rajoute 10 millions de morts à ce connard de Staline. J'ai commencé à 40, et là j'en suis à 200, et tout le monde continue de s'en branler. Tu es le premier à ouvrir ta gueule, et je te punirrai du doigt de contester ce que je dis. Juste parce que tu es analphabète. Analphabète, c'était tellement ça. Et c'est comme ça que les 2 heures d'histoire par semaine sont devenues un pur bonheur.
j'ai fini l'année avec 17 de moyenne. Comme les racistes qui ont un ami juif, noir ou arabe, moi, j'avais mon ami islamiste. Mon seul pote. J'ai dû me dire aussi qu'un jour, pour me rendre service, une fois au pouvoir, il collerait une burqa et un bout de grillage à ma mère. Pour enfin la faire taire. On peut rêver, non? Au lycée militaire, vous l'aurez compris, il y avait un sujet qu'on n'évoquait jamais. Celui de la bouffe. Un sujet trop douloureux. Même affamé, on n'en parlait pas. Comme si l'absence de pensée suffisait à nous rassasier. J'ai bien eu l'idée, pour remuer un peu plus le couteau dans la plaie, de faire irruption dans le dortoir et de dire comme ça: « Hé les gars, quelqu'un peut me dire ce qu'on mange ce midi ?» Avec mon français Neuilly-sur-Seine en plus. Mais c'eût été vraiment trop cruel, même pour cette bande de lépreux. Il y avait une exception à cette règle, le mercredi. Le jour du poulet rôti. Le mercredi, on se levait poulet, on marchait poulet, on arabisait poulet, même les maths se transformaient en volaille logarithmique. Le dit poulet, pour 6, pesait invariablement entre 867 et 887 grammes. Comme si l'intendant ne choisissait que le dernier poulet de la classe, ceux qui n'étaient même pas foutus de se nourrir, alors qu'ils n'ont que ça à foutre dans un poulailler. Le mercredi, nous étions 6 soldats de pacotille, dans un faux garde-à-vous, les yeux injectés de sang, remontés comme des pendules, déterminés à lui niquer sa mère au poulet. À midi, on se mettait en rang dans la cour. Une obsession de Laurent chez les militaires. À la sonnerie, comme dans une course de lièvre, on fonçait vers le réfectoire. Après une bousculade monstrueuse, 6 mains s'abattaient sur le poulet. La pauvre bête se mettait d'abord à craquer, sous nos insultes impatientes, pour rompre ensuite et finir écartelée, puis dépecée. Mais cette délicate méthode de partage relevait de la loterie. Elle dépendait de l'agressivité de chaque main et de la résistance intrinsèque du poulet, de sa capacité à résister au pas, au crash test. Parfois, on ouvrait la main et on découvrait ce qu'on avait arraché à l'aveugle. Une cuisse, un bout de blanc, une aile pour les moins rapides. Mais pour moi, c'était systématiquement l'azmonka. Oui, l'azmonka. En français, le croupion. Ou le bonnet d'évêque. C'est aussi comme ça qu'on l'appelle en France, ce beau pays de mécréants. Quelques mois plus tôt, je vivais dans un monde où un serveur me tendait avec déférence et un sourire souvent figé, un plat, pour que je puisse m'emparer délicatement et avec des couverts en argent d'une denrée alimentaire subtile et finement cuisinée. Et là, il fallait que je cours plus vite qu'Usain Bolt et que j'enfonce mes doigts dans le cul d'un poulet juste pour avoir le droit à une bouchée gourmande? Non. Non. C'était tragiquement au-dessus de mes forces. Prisonnier de mon milieu, mon cerveau ne connectait pas. Courir pour bouffer, c'était pour moi comme parler arabe ou chier accroupi. Je n'en maîtrisais pas la grammaire. Je courais donc lentement. À la fin d'année, j'avais perdu 6 kilos. Quand je suis arrivé, je boxais chez les poids légers. En juin, j'avais dégringolé chez les coqs. À défaut d'en manger, je me suis transformé en volaille. En janvier, déjà à bout de nerfs et de force, je me suis demandé comment j'allais tenir jusqu'à la fin de l'année. C'est là que, pour une broutille, que j'ai aujourd'hui totalement oubliée, je suis collé pour le 2e week-end consécutif. Je craque complètement. Déprimé, les intestins gonflés comme une roue de Formule 1. Je décide de rentrer chez mon oncle coûte que coûte. Je n'avais qu'un objectif en tête, chier to survive. Chier to survive, un concept de télé-réalité pour Netflix. Pour chier donc, je n'avais qu'un seul moyen, faire le mur. Et dans ce cas précis, il faut prendre l'expression dans son sens le plus littéral. Au pied de la lettre, un mur de 6 mètres, avec posé dessus un rouleau de fer barbelé, et moi, devant, me demandant à 5h30 du matin comment j'allais franchir l'obstacle. Dans mon dos, de l'autre côté de la cour, il y avait 32 connards, agglutinés aux fenêtres du dortoir, le COP du Paris Saint-Germain au grand complet, attendant silencieux
que je me vautrasse. Alors, tel King Kong, le modèle nord-africain, 2 de tour de poitrine, je prends mon absence de courage à 2 mains et je commence à grimper. Je m'aide d'un tuyau branlant dont la pose devait remonter à l'année de naissance de ma grand-mère. 9 minutes plus tard, les muscles quasi liquides, je me hisse sur le mur et me déchire le bras sur les pointes de cette saloperie de barbelé qui attendait qu'un con comme moi pour jouir de sa misérable existence. Mais, par la seule volonté de mon esprit surmotivé, et malgré mon bras en charpie, je me transforme en 200 grammes de slime et traverse le barbelé comme une fleur, bouclette au vent. Et là, rien à foutre de rien, et notamment de la propriété d'autrui, j'étais encore dans la période communiste, je saute sur le toit d'une voiture garée en dessous. Bonjour l'impact, une météorite aurait fait moins de dégâts. Je rebondis, roule sur le trottoir et cours jusqu'à l'arrêt du bus pour attraper le 6h18 en direction de Tunis. De loin, j'entends mes condisciples scotchés qui m'applaudissent à tout rompre. Pour la première fois de l'année, j'étais heureux, extatique. Je vous épargne les détails de la première chose que je fais en arrivant. Mes retrouvailles émouvantes avec le trône. La transformation de mon encombrante roue de Formule 1 en une douce chambre à air digne d'un vélo de compète. À 10h17, je sors des chiottes, libéré, profilé, ventre plat, prêt à jouir de mon escapade. J'avance dans le couloir, triomphant, lorsque le téléphone sonne. Mon oncle décroche. C'est l'affable colonel au bout du fil. Mon épopée héroïque prend fin aussi brutalement que la vie d'une mouche, joyeuse et frétillante, lorsqu'elle se prend un coup de tapette mortelle. Sans dire un mot, une spécialité familiale, mon oncle m'a ramené au lycée. Le colonel m'a accueilli d'un sourire glacé et m'a rajouté 2 week-ends supplémentaires de colle. J'allais vivre 22 kilos d'ennui supplémentaires. 11 kg par week-end. Oui, j'ai eu tout le temps de le calculer et de le mettre en facteur. Parce que l'ennui, ça ne se mesure pas, ça pèse. Ça vous écrase même, littéralement. Et moi, écrasé, je l'étais chaque jour un peu plus. Avec la vie qui fout le camp. Parce qu'il n'y a plus sa place. Au lycée militaire, j'ai vécu 9 mois sous les roues d'un A380. Au bout d'un moment, quand même, grâce à toutes mes conneries, j'ai fini par échapper à la vindicte de mes camarades de chambrée. À leur bizutage sans fin. J'avais enfin trouvé la voie pour qu'ils me reconnaissent comme un des leurs. Je suis donc devenu encore plus con qu'eux. Et franchement, faire mieux que cette unité d'élite, j'avais du mérite. Mais à quel prix? Le bon élève que j'étais avait définitivement disparu. Je n'étais plus qu'un souvenir. Il n'y avait pas que le bon élève qui avait disparu d'ailleurs. Moi-même, j'avais disparu. Le mois d'avant. Le mois d'avant, oui. L'insouciant, le tendre, le gentil, le serviable. Bouclette au vent. Il y en a un autre aussi qui a disparu. Mon cousin Germain. Mais lui, il n'est jamais revenu. Jamais revenu du tout. Karim, de son prénom, enfant de diplomate comme moi, est arrivé au lycée militaire quelques heures après moi. Sur les conseils de devinez qui? De mon bien-aimé père, bien entendu. Tsunami psychique, sergent putride lancé régulièrement à ses trousses, condisciple décérébré, overdose de Zmonka, le tout noyé dans des branlettes aussi désespérées que frénétiques, Karim n'a pas résisté. De choc en choc, il a décompensé et son cerveau s'est transformé en une sorte de sauce blanche dans laquelle tous les sadiques du lycée ont trempé leur pain rassis. Il a fini l'année, assis au milieu de la cour, un seau en alu sur la tête et une serpillière en guise de cache-sexe. Son regard irradié terrorisait tout le monde. Personne n'osait plus lui adresser la parole de peur qu'il explose et s'éparpille dans la cour. De temps en temps, je lui apportais sa gamelle. J'étais le seul à avoir droit à un petit sourire. Mais je n'ai rien pu faire pour l'aider. J'étais moi-même à 100% en mode survie. Et rien à consacrer aux autres. Ma vie au lycée militaire, c'est une succession de stop and go. Mes intestins faisaient le yo-yo, mon cerveau s'atrophiait et mon cœur battait, soit à 2 pulsations minutes,
quasiment à l'arrêt donc, soit 240. À la fin de l'année, j'étais exsangue. Et seul, terriblement seul, comme un ours polaire perdu sur une autoroute californienne. Et toujours pas bilingue. Début juillet, je décide d'affronter mon père les yeux dans les yeux. Enfin, lui dans mes yeux, moi je regardais mes pieds. Et je lui dis, je n'y retournerai pas. La vache! Le putain de regard auquel j'ai eu droit. D'habitude, en été, il porte ses lunettes teintées de noir, à la Jean-Luc Godard, posées négligemment sur son pif libyen. Ça m'aurait protégé. Mais là, il avait ses nouvelles lunettes, achetées chez Lunettes pour tous, transparentes, à 12,50 €, parce qu'il est avare, mon père. Le genre à vous filer 2 € pour acheter du pain, et à vous réclamer la monnaie sur 10. Enfin, ça, c'est un autre dossier, le 5e de la 14e pile. Bref, son regard m'a transpercé. Je suis sûr qu'il a dû penser à me ramener à Bizerte par la force, mais la perspective d'avoir à traîner par les cheveux un individu ayant gagné 8 cm en 2 ans, alors que lui-même n'en avait gagné aucun, a dû contribuer à le faire réfléchir à 2 fois. En septembre, j'intègre la terminale scientifique du lycée de Carthage. Toujours 50% de matière molle en arabe, les durs, les scientifiques, toujours en français. Mais j'avais encore moins de niveau que l'année précédente et toujours aucune envie de le retrouver. Essayez donc d'obtenir un bac dans ces conditions. C'est comme si vous, peinard, terminal au lycée Molière à Paris, dans les bras de vos Véroniques respectives ou de vos Tristan d'amour, vous vous retrouviez téléporté du jour au lendemain au lycée Wolfgang von Goethe à Stuttgart, encerclé par des Turcs germanisés déterminés à vous chier dans les bottes. Mon bac, c'est un feuilleton qui va se dérouler aux abords d'un trou noir. Le temps quasi à l'arrêt. Vous vous souvenez de 24 heures chrono, une série américaine ultra vitaminée où le héros, Jacques Bauer, un type hyper pressé, toujours en mouvement, sauve le monde en un jour et une nuit. Dans mon feuilleton à moi, Jacques Bauer est un légume paraplégique qui ne sauve plus rien du tout. D'ailleurs, exaspéré et à bout de nerfs, le monde finit par se sauver tout seul, comme souvent. Il n'a pas besoin de nous en réalité. Dans ce monde-là, sous le regard vide de Jacques, devenu mon ami ralenti, je mets 1095 jours à décrocher mon bac. 3 ans, oui. 3 longues années de tête à queue, de virages en épingle à cheveux, de demi-tour au frein à main, de faux baisers, de faux départs, de faux amours, de faux amis, avec en prime quelques murs et autres barbelés. 3 lycées différents, 2 internats, une 50aine de nouvelles têtes de cons tous les ans, mon père dans sa gueule, ma mère sur un arbre perché, et moi, faisant semblant de ne pas être mécontent de moi, murmurant, super con, super arrogant, Superman. Oh ben tant pis, hein, l'année prochaine, à Jérusalem. Pourtant, avoir son bac, c'est assez simple. Faut juste bosser un peu. Mais je ne savais plus comment faire. J'étais trop occupé à survivre. Vous savez faire les deux, vous? Bosser et survivre. Bosser, c'est produire des biens matériels et immatériels dont la finalité reste très discutable. Survivre, c'est de la biologie animale. Respirer, bouffer, dormir. Franchement, vous y voyez un rapport? J'ai donc mis 3 ans à lier les deux. Sans psy, comme un grand. Un vague rabattement de façade. Un à peu près. Très arabe. Sur les 1095 jours, j'ai réussi finalement à corréler pendant les 87 derniers. Et finalement, j'ai eu mon bac. Avec mention assez bien. Pas trop stylé. Et en prime, au bout de 3 ans, je suis devenu presque arabisant. كلمة البابا اللي قال لي كان ديما يقول لي مرة في الجامعة على جوابك الطيب نختاروا له فيالي. اليوم نحب نقول له راجع له كلمته باش نقول له على جوابك الطيب الليلة اخترت لك فيالي. Vous attendez la traduction? Eh ben non, démerdez-vous. L'idée du spectacle, c'est que vous puissiez vous identifier, compatir, vous mettre à ma place. Eh bien, vous l'êtes à ma place, pendant quelques secondes, dans une grande obscurité linguistique. Merci. Merci d'être venu. Et à l'année prochaine.
Merci. Merci à vous d'être là. C'est toujours réjouissant de raconter ces conneries devant un public attentif. Merci. Bravo.